J'ai 10 ans. Je sais que c'est pas vrai, mais j'ai 10 ans. Si tu me crois pas, ta gueule à la récré. Et Régis, tu voulais faire quoi quand tu avais 10 ans, toi, chanteur ? Alors pas du tout, Hélène. Moi, je voulais être pilote de chasse. Enfin, je voulais aller à Top Gun ou faire partie de la patrouille de France, vraiment. Hein. Et toi, Hélène ? Moi, je voulais être écrivain, mais juste parce que j'aimais les livres, en fait. Je n'avais pas vraiment idée de tout ce qui pouvait m'attendre. Et c'est un peu ça l'enjeu de l'orientation, ouvrir les horizons, donner des clés, accompagner les élèves. Et ça peut commencer dès le primaire. Oui, parce que les recherches sont plutôt claires. Hein. Les représentations et les déterminismes se construisent très tôt. Et les enseignants ont un rôle majeur dans l'orientation et pas seulement informatif. Alors, comment développer les compétences à s'orienter ? Comment faire découvrir les possibles sans fermer de porte ? Comment aider les élèves à se projeter, à expérimenter, à rêver, mais à rêver concrètement ? Bref, comment construire ce fameux parcours à venir ? On en parle aujourd'hui avec 2 invités, une directrice d'école et une DRAIO, et on écoutera aussi 2 courts témoignages d'élèves de terminale. Bienvenue dans cet épisode Extra Classe Parlons Pratique, éduqué à l'orientation de l'école primaire à Parcoursup. C'est parti. Estelle Blanchard, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice d'une école rurale à Mennevrey, dans l'Aisne, coordinatrice sur le territoire éducatif rural, donc un TER de Guise-Wassigny. Et une petite question pour se mettre en jambes. Est-ce que vous faites le métier dont vous rêviez quand vous étiez petite ? Et sinon, qu'est-ce que vous vouliez devenir ? Alors, j'ai eu beaucoup de rêves quand j'étais petite. J'avais plein de métiers en tête, avocate pour enfants, journaliste. Mais quand même, le rapport avec les enfants était très important pour moi. Donc, je pense que je fais en tout cas un métier dont je rêvais petite. Yoryl Baudouin, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes DRAIO, donc déléguée de région académique à l'information et l'orientation dans la région Grand Est. Question express pour vous. Quand on entend DRAIO, on entend un acronyme un peu barbare et pas vraiment un nom de métier. Alors, si vous deviez décrire votre métier à un jeune, par exemple, vous diriez quoi ? Alors, je dirais tout simplement qu'on va retenir information et orientation dans l'acronyme, donc les 2 dernières lettres. Et il s'agit en fait de mettre en œuvre la stratégie d'un recteur de région académique en matière d'accompagnement à l'orientation et l'affectation des jeunes post-troisième et post-terminale. Alors, on va rentrer dans le vif de cette activité, de cette mission. Dans un premier temps, parcours à venir et éducation à l'orientation, quel rôle des enseignants ? Alors, bien sûr, vous allez nous dire, Yoryl, qui sont tous les acteurs, les partenaires autour de cette mission d'éducation à l'orientation, parce que récemment, il y a des choses qui se sont mises en place qui sont nouvelles. On a envie que vous nous en parliez. Et c'est vrai que nous, on va en parler un peu sous l'angle des enseignants parce que ce sont une grande partie de nos auditeurs et auditrices, mais c'est évidemment pas les seuls impliqués. Alors, peut-être première question, vous avez dit que l'orientation, c'est polysémique. Tout le monde ne met pas les mêmes choses derrière, surtout en fonction de là où il est. Alors, qu'est-ce qu'on met derrière ce mot et peut-être qu'est-ce qu'on oublie aussi des fois ? Alors, peut-être pour faire assez simple, l'orientation, c'est un processus. Donc, c'est une démarche. Et le parent, lui, il a un intérêt très fort à ce que son enfant soit épanoui et soit à l'endroit où il a envie d'être. Donc, il va définir l'orientation par un lieu d'affectation. Pour l'enseignant, c'est faire en sorte que les jeunes soient en réussite dans leur parcours, si je peux m'autoriser à résumer le process. Et donc, il va observer les compétences à l'œuvre chez l'adolescent qu'il a face à lui et essayer de trouver ce qui, en vis-à-vis, lui permettrait d'augmenter ce potentiel et finalement d'être en situation de réussite. Donc là, on va être sur quelque chose qui est plutôt une articulation avec un niveau scolaire et des attendus des formations sur lesquelles les jeunes peuvent postuler. Les spécialistes de l'orientation sont plus spécialisés dans le développement psychocognitif des adolescents et sont plutôt spécialisés dans cette question de la projection, parce que se projeter dans l'orientation, c'est aussi accepter de faire des deuils. On vient de le dire précédemment, mais faire le choix d'un métier, c'est aussi renoncer à d'autres,
Donc parfois c'est un peu compliqué. À l'adolescence, se lâcher d'une main, c'est toujours un petit peu scabreux, donc on hésite et parfois on se tient des deux côtés à la rampe et c'est compliqué d'avancer. Et les psychologues de l'éducation nationale sont là pour ça. Donc finalement, pour répondre à la question, je dirais les différents acteurs de l'orientation dans le système éducatif doivent s'articuler pour accompagner le jeune dans ses projets et dans l'accomplissement de ses rêves. On a un autre acteur qui est la région, mais qui est hors éducation nationale, qui a la compétence sur l'information, sur les métiers et les formations, et avec lequel, évidemment, nous nous articulons au quotidien. Et peut-être quand même pour continuer à creuser tout de suite en début d'émission les bases, on parlait en introduction du fameux plan à venir, ce plan pluriannuel d'éducation à l'orientation. Déjà, qu'est-ce que c'est? Et deux, vous nous avez dit, c'est que du bonheur. Oui. Alors, le plan à venir, c'est 23 mesures. Et à l'intérieur des mesures, il y a une partie qui est le plan pluriannuel d'éducation à l'orientation. C'est une des mesures des 23 mesures. Le plan à venir, c'est finalement le tracé d'une trajectoire. Se rappeler que avant d'être élève, on est un enfant. On est l'enfant dans une famille, dans une fratrie. Voilà, on est d'abord un individu, mais on est aussi un élève. Et puis c'est se projeter au-delà de la classe suivante, c'est se projeter jusque dans l'enseignement supérieur. Donc c'est l'articulation entre l'école, le collège, le lycée et le sup. C'est pour ça que c'est du bonheur, parce que ça parle de parcours davantage que de projet. Et alors Estelle, ça peut surprendre qu'on ait invité une enseignante et une directrice d'école du premier degré. Ça vous parle, j'imagine, cette idée de parcours dès l'école, parce que c'est vraiment ce que vous avez essayé de mettre en place. Oui, complètement. En fait, nous aussi, on essaye de travailler sur le parcours à venir et malheureusement, il arrive seulement dans le primaire depuis quelques années et je trouve ça bien dommage puisque nos élèves sont déjà intéressés par ce qu'ils vont devenir plus tard. Ils se posent des questions, ils sont un peu perdus. Et en fait, nous, ce qu'on avait constaté sur le terrain, c'est que nos élèves avaient peu de références de métiers. Et donc, on se dit, dès le primaire, leur ouvrir le champ des possibles, leur montrer ce qui existe, les amener à découvrir des métiers, à découvrir des formations. Nous qui sommes dans un territoire rural très enclavé, c'était vraiment important. Donc oui, pour moi, ça se fonde dès la maternelle. On découvre les métiers des parents, on découvre les métiers des parents des copains. Et puis après, on continue à ouvrir comme ça pour arriver au collège avec déjà peut-être plus d'idées en tête. Et puis après, au lycée, pouvoir faire des choix qui soient fondés sur des expériences vécues. Et Yoryl Baudouin, ce plan à venir, qu'est-ce qu'il implique pour les enseignants? Je sais qu'il y a un fort volet formation, notamment, mais sans doute bien d'autres choses. C'est important de reprendre avec nos collègues enseignants parce que ce sont les premiers au contact des élèves et on sait à quel point ils sont significatifs dans les trajectoires des élèves quand ils justement font cette articulation entre ce que tu présentes dans le cadre scolaire et ce que tu projettes de ce que tu veux être en tant qu'adulte. Et dans les formations, on a travaillé avec eux sur les enjeux en fait de l'orientation. Qu'est-ce qu'on poursuit comme objectifs qui sont des objectifs suprêmes, à savoir lutter contre tous les déterminismes. Et ça, c'est important de rappeler que c'est ce que nous faisons à l'école. Nous essayons de faire en sorte que les jeunes, quel que soit leur genre, quelle que soit la position sociale de leur famille, quel que soit le territoire dans lequel ils sont nés ou dans lequel ils vivent ou dans lequel ils sont scolarisés, on est là pour ouvrir les horizons, comme le disait tout à l'heure Madame, et leur permettre de se dire « et pourquoi pas moi ?» et je peux lever des assignations, je suis autorisée par l'école, par le cadre scolaire à les lever et je suis accompagnée. Donc c'est ça le plan à venir, c'est finalement dire aux enseignants « vous avez une place très forte pour travailler sur les déterminismes, quels qu'ils soient, et pour permettre finalement à des jeunes de se dire l'école peut me servir d'ascenseur social ou en tout cas de m'extirper
d'une assignation, si tant est que ce soit mon choix. On va revenir un peu plus longuement sur effectivement ces inégalités dans l'orientation. Estelle, je voulais vous demander, vous qui êtes directrice d'école et puis vous fédérez aussi un certain nombre d'établissements sur les projets que vous allez mener. Peut-être dites-nous en quelques mots pour qu'on comprenne bien comment vous avez travaillé et puis comment les enseignants se sont inscrits dans ce projet. Alors en fait, nous, on est parti d'un projet Notre école, faisons-la ensemble. Et donc, à partir de là, on a remarqué avec la principale de collège dont notre école dépend que nos élèves, en fait, avaient de bons résultats scolaires tout leur collège et que malheureusement, à la sortie du collège, les orientations ne correspondaient pas à des projets, à des projections, comme nous disions tout à l'heure, mais elles étaient faites par dépit, par choix géographique. Donc, par exemple, on a un élève qui voulait faire une seconde générale dans un lycée où il n'y avait que du professionnel, parce que c'était le lycée le plus proche. Et donc, son choix a été changé et il est parti sur une voie professionnelle. Donc, fort de ce constat, on s'est dit, on peut pas, il faut qu'on fasse quelque chose dès notre niveau pour essayer de leur donner la possibilité d'aller plus loin et de voir plus loin surtout. Et on est parti sur cette idée donc d'organiser dans un premier temps un forum des métiers, puisque comme je disais tout à l'heure, on avait les métiers des parents, les métiers de maîtresse, de docteur, les métiers qui côtoyaient au quotidien, les élèves les connaissaient, mais au-delà, on avait très peu de diversité dans la connaissance de métiers. Donc on s'est dit, voilà, on va leur proposer un forum des métiers. Et parallèlement à ça, on a aussi mis en place des visites de lycée dès le CM1, CM2, pour qu'ils découvrent les différentes formations qui existent en local un peu plus élargi et qu'ils puissent se projeter déjà dans le lycée. Parce que nos élèves qui viennent d'un territoire très rural, le lycée leur fait très très peur. Alors il fait peur aux enfants, mais il fait peur aussi aux familles. Et donc on a travaillé aussi, on essaye là d'emmener aussi lors de ces visites de lycée, on va ouvrir les bus, les places qu'il reste aux familles pour aussi dédramatiser le passage au lycée, leur montrer que non, c'est pas aussi terrible qu'il en a l'air, et voilà, les rassurer pour qu'ils puissent être dans l'accompagnement et que la famille ne devienne pas un frein en fait aux enfants, parce que souvent on a des enfants qui ont envie d'y aller, mais les parents ont peur et donc on a des freins et malheureusement le projet professionnel qui était originel est modifié par des freins qui ne sont pas normaux, qui ne devraient pas exister. Je vous propose qu'on écoute un extrait qui peut-être illustre ou nous amène un petit peu plus loin sur cette question. C'est un extrait de l'épisode de Cas d'école de l'IFE-ENS de Lyon qui s'intitule « Le micro est dans la classe ». C'est l'épisode 66, au cœur des choix, une année Parcoursup, un épisode par Florence Sauvebois. Et on entend le témoignage d'une élève qui a hésité entre prépa veto et BUT, bachelor universitaire de technologie. Et elle évoque justement entre le fait de s'écouter elle-même, d'écouter les conseils de ses parents, d'écouter les conseils de ses profs, c'est éclairant, je pense. Alors, entre prépa et BUT, j'ai eu au moins 4 jours où tous les jours, je changeais d'avis, mais vraiment, c'était horrible. Au début, c'était sûr et certain pour moi que j'irais en prépa, c'était sûr. Même avant que je vois mes résultats, je savais que j'irais en prépa, puisque c'est la prépa que tout le monde prend pour aller en veto. Et avec les notes que j'ai, on m'a toujours dit que je pouvais aller en prépa. J'ai même été acceptée au lycée du Parc. J'ai des professeurs qui, eux, m'ont conseillé d'aller en prépa. Et en réalité, c'est ce que la plupart des professeurs me disent. Parce que je pense que même si ça part d'une bonne intention, ils me connaissent seulement du côté de mes notes. Ils me connaissent seulement comment je suis à l'école. Mais en réalité, je pense qu'ils me connaissent pas personnellement. Et moi, vraiment, je me connais. Donc, c'est plus mon mental. Et c'est là où, justement, mes parents, eux, qui me connaissent mentalement, ont commencé par me dire d'aller en prépa, mais quand ils ont vu comment je fonctionnais, au final, ils m'ont dit, mon père m'a dit surtout, vraiment, si tu le sens pas, n'y va pas, parce que il voyait bien que ça me triturait beaucoup l'esprit, j'arrivais pas bien à dormir, puisque vraiment, en fait, le truc, c'est que la phase pour répondre, pour garder le vœu, elle est très courte. Dans ma tête, il fallait que je fasse une décision très vite, mais au final, j'ai choisi la sûreté, et voilà. Youril, je vous vois réagir, à la fois sourire, acquiescer plus ou moins, ça vous fait réagir ? Oui, je trouve que c'est un joli témoignage parce que c'est ce qu'on pourrait entendre d'un grand nombre de jeunes à ce moment-là. Ce que décrit cette jeune fille, c'est à un moment donné, il faut faire le choix. Et là, elle nous dit les délais sont courts. Et nous, de notre côté, par rapport à ce qu'on disait précédemment,
comme c'est un processus qui doit être accompagné, c'est ce que le plan à venir demande et nous rappelle. C'est un objet commun, l'histoire de l'orientation. C'est pas au moment où il faut cliquer sur une plateforme, sur un choix que cette question doit se poser. C'était antérieur. Et en fait, le délai, il était très long. C'était toute une année scolaire, puisque peut-être ces propositions d'admission, elle les a eues au mois de juin, fin juin. Il fallait choisir entre le BUT et la classe préparatoire. Et c'est pas 4 jours qu'elle avait ou 2 jours pour choisir. C'est au moment où on met les vœux dans le panier, il faut déjà commencer à se dire, et si j'avais ça en vis-à-vis de ça, qu'est-ce que je choisirais? Et là, on a le temps de se rapprocher de ces professeurs qui vont dire, moi, de ma place, de ce que je vois de toi en tant qu'élève, je choisirais ça. Le parent de dire, moi, de ce que je connais de toi, du stress que ça pourrait générer, je pense que peut-être il faut quand même encore hésiter. Et on a encore le temps d'aller consulter un psychologue d'éducation nationale, d'aller à des portes ouvertes, de cheminer. Finalement, ce qu'elle nous décrit là, c'est à un moment donné, l'orientation se réduit à un acte administratif où il faut faire un choix. Et là, d'un seul coup, on n'est pas prêt. Et ça génère ce qu'elle nous dit. J'ai pas bien dormi. Je suis dans une situation d'anxiété. Alors que nous souhaitons travailler collégialement pour montrer que c'est un cheminement et qu'on a le temps de s'adresser aux bons professionnels qui vont donner un éclairage différent sur ce choix-là. Alors, il faut dire, cet épisode, il suit les élèves sur toute l'année. Donc là, c'est un extrait qui se situe plutôt sur la fin, où effectivement, elle a fait ce cheminement, mais malgré tout, là, il y a cette accélération du temps à la fin de la terminale qui est bien rendue. Estelle, moi, je voulais aussi vous demander cette nouvelle éducation A, finalement, c'est éducation à l'orientation. C'est quelque chose qui s'ajoute d'une certaine façon à ce que vous faisiez déjà peut-être en tant qu'enseignante, ce que faisaient les enseignants de votre école. Comment vous arrivez, vous, à l'articuler avec les programmes, l'emploi du temps, ce que vous avez proposé, ce projet que vous proposez, c'est en plus aussi. Donc, comment vous le gérez dans l'équipe ? Alors, moi, je veux rebondir aussi par rapport à ce qui a été dit avant. Dans le témoignage, ce que je trouve intéressant, c'est aussi la connaissance de soi, connaître ses forces et ses faiblesses. Et là, je pense qu'à l'école primaire, on a beaucoup à faire, c'est-à-dire à leur apprendre ça à nos élèves. Donc ça fait partie de notre programme. Ça, c'est pas, il n'y a pas de souci. À travers des actions théâtre, tout ça, l'estime de soi, la confiance en soi, c'est toutes plein de choses qu'on peut mettre en place et qui va aider plus tard les élèves. Alors, en ce qui concerne l'orientation, oui, c'est plutôt quelque chose qui s'ajoute, mais qui peut venir compléter les programmes. Si je prends pour les plus petits, on est sur l'ouverture au monde, quand on leur fait découvrir des métiers. On est sur du travail de lexique aussi, qui est très, très important dans notre territoire. Donc, on va se servir de ce temps autour du lexique pour découvrir des métiers, découvrir du lexique lié aux actions des métiers et compagnie. Donc, ça va être possible. Après, pour tout ce qui est cycle 3, là, sur les projets, oui, ce sont des choses qui s'ajoutent, mais qui vont venir ensuite renforcer les fondamentaux. Puisque, par exemple, là, sur la visite des lycées, ce qui va être demandé ensuite aux élèves, tout comme on avait fait aussi sur le Forum des métiers, c'est de réaliser des fiches métiers ou des articles de journaux, puisqu'on a un journal du TER qui se met en place. Et donc, on va se servir de cette action pour ensuite faire parler les élèves, faire écrire les élèves et permettre de travailler la production d'écrits en classe. Votre regard, Youril, peut-être sur ce fait c'est pas commun de travailler l'orientation dès l'école primaire. Je dirais que tout dépend de ce qu'on met derrière le mot orientation. Si c'est travailler sur les représentations des jeunes et leur ouvrir des horizons, ce qui est décrit là, il n'y a pas d'âge, on peut commencer très tôt. Évidemment, on a tout intérêt à ce que nos jeunes s'ouvrent au monde et se disent que leur monde ne s'arrête pas à leur environnement familial et que ils peuvent s'émanciper de ça et découvrir autre chose. Après, si l'orientation se résumait à élaborer un projet très tôt, évidemment, on se dirait que ça n'a pas de sens de travailler sur les plus jeunes. Mais c'est pas comme ça que c'est présenté là. On voit bien que c'est plutôt une ouverture, une émancipation et une lutte contre les déterminismes. Donc, plus c'est fait tôt, plus c'est fait collégialement, plus c'est lié à un ancrage disciplinaire et plus ça fait sens pour les jeunes.
On le voit particulièrement sur tout le travail qui est fait sur les stéréotypies de genre. Plus on parle de métiers au féminin et au masculin de la même façon dès l'école, plus ça devient impossible pour chacun des genres. Je vous propose qu'on se dirige vers la deuxième partie de l'émission qu'on a intitulée, c'est joli, « Du rêve au projet, dépasser les inégalités ». Et on a commencé à l'évoquer dans la première partie, de commencer à prendre conscience des freins, des inégalités dans l'orientation et des pistes pour les dépasser. Pour prendre une métaphore qui est peut-être pas si bien choisie que ça, on va voir, vous allez nous dire, l'orientation serait un peu comme l'immobilier, il faut se projeter, pas facile, tout le monde ne sait pas le faire, et tout le monde n'a pas les mêmes chances. Alors quelques pistes pour lutter contre ce déterminisme qui fait que certains élèves ont beaucoup de mal à se projeter ou s'accrochent à leur territoire. Peut-être Estelle, je vous vois avoir des idées. Oui, nous c'est vraiment le problème auquel on est confronté, on va dire au quotidien, avec des élèves qui on est vraiment dans un petit village, un territoire enclavé, entouré de forêts en plus, qui est enclavé aussi physiquement parlant. Et c'est vrai qu'on a des familles qui ne veulent pas laisser partir leur enfant parce que la grande ville, ça fait peur. On entend beaucoup parler de harcèlement, de violence. Donc voilà, nous, notre première idée, c'est d'essayer d'amener ces familles à se rendre compte, à leur proposer un accompagnement dès la primaire, venir avec nous dans les lycées quand on va aller les visiter, mais aussi quand on fait des sorties scolaires, c'est-à-dire qu'on essaye aussi d'aller plus loin, d'aller dans des grandes villes. Je prends l'exemple de ce qu'on a fait l'année dernière dans mon école cette fois-ci. On est parti avec des tout petits, moyens, grands CP à Lille. Et on a pris le train pour aller à Lille. Donc ça aussi, c'était important. Il y a des familles qui n'avaient jamais pris le train, donc leur montrer que c'est facile. Et ensuite, on a pris le métro. Et ça a été vraiment une grande découverte. Alors pour nos élèves qui avaient l'impression d'être dans un manège à sensations gratuit, pour le coup, mais surtout les familles qui se sont rendues compte qu'en fait, on n'était pas très loin et que c'était facile. Il n'y avait pas de danger plus que traverser une route chez nous, avec les tracteurs et compagnie, ça aussi c'est dangereux, et que c'était assez fluide. On leur a montré ça, et donc essayer de les habituer dès le plus jeune âge de leur enfant, les familiariser avec cet environnement auquel leur enfant sera sûrement confronté plus tard. Pour moi, c'est une des solutions qui va leur permettre de cheminer, et aussi organiser des séjours avec nuitée. C'est aussi important de commencer le plus tôt, pour apprendre à se séparer de la famille, apprendre à vivre loin de son enfant et de ses parents, dans les deux sens. Ça aussi, c'est un levier que l'on a dans le primaire et qui peut permettre derrière de faire avancer les choses. Yoril, c'est des choses effectivement auxquelles on n'aurait pas forcément pensé, simplement de pousser un petit peu plus loin que les sorties, que l'environnement immédiat. Là, on parle d'inégalités territoriales. Il y a aussi un point important des inégalités sociales. On ne se projette pas de la même façon selon le milieu dans lequel on est. Non, on ne se projette pas de la même façon, mais nous-mêmes, nous ne projetons pas de la même façon les jeunes qui sont originaires d'un milieu social qui nous paraîtrait moins favorisé parce que on sait que les études ont un coût. Et donc, on a plutôt une tendance à porter un propos qui serait du projet par petits pas. C'est-à-dire, là, comme on sait que ce jeune va être en difficulté pour engager un cursus qui serait à bac plus 5, dire, il faut qu'il commence plutôt par un bac pro, puis après on verra, et puis après on verra. Alors qu'on ne le ferait pas pareil pour une famille pour laquelle on sait que la famille va pouvoir être solide financièrement pour accompagner. Donc ça, c'est un sujet quand même, parce que c'est toujours compliqué. On veut pas faire prendre des risques aux familles ni aux jeunes. Donc il faut avoir une politique d'accompagnement sur les droits auxquels les jeunes peuvent prétendre et être extrêmement explicite sur finalement qu'est-ce qu'il en coûte en dehors des aspects humains, mais qu'est-ce qu'il va en coûter financièrement, quelles sont les aides auxquelles on peut prétendre, et il y a pas d'orientation bien faite si on n'est pas articulé aussi sur ces questions sociales qui sont prégnantes pour les familles, et il faut absolument lever ces freins. Donc il faut, on parlait tout à l'heure de forums métiers, mais on peut avoir aussi des temps forts d'orientation sur lesquels
On a les collègues du Crous qui sont présents, on a les services sociaux. C'est important de rappeler que notre objectif, c'est de permettre à chaque jeune d'aller le plus loin possible dans le parcours qu'il souhaite et qu'il y a des accompagnements, y compris financiers. Et sur une autre forme de biais, de déterministe, Estelle, est-ce que dès les plus petits, j'ai envie de dire, pour parler vraiment des élèves d'école primaire, élémentaire et maternelle en tout cas, des déterminismes de genre déjà très forts dans les projections dans les métiers? Alors, dans les maternelles, oui, forcément. Les petites maternelles sont encore très dans les choix genrés. On veut être princesse, on veut être chevalier. Ça reste quand même assez ancré. Et c'est en effet, le programme EVAR nous aide aussi, nous aide aussi à travailler sur cela. Et donc, on essaie justement de casser déjà ce côté la princesse qui doit être sauvée par le chevalier, puisque les princesses peuvent être fortes et peuvent être courageuses, donc il n'y a pas de problème, elles peuvent se sauver toutes seules. Donc voilà, c'est tout un travail qui est à faire. Et pour arriver, on espère en fin de cycle 3, à des enfants qui auront des choix de métiers qui ne seront pas influencés, en tout cas par leur genre, et qui pourront être vraiment totalement libres. Et ça, c'est vrai que c'est un beau projet dans le programme EVAR de travailler là-dessus. On le faisait déjà, mais là, ça nous donne des objectifs et ça nous met vraiment un cadre. Et je pense que c'est tout à fait louable. Alors, il y a les représentations qu'ont les élèves, il y a les représentations qu'on a sur eux, il y a les représentations des familles. On voit que c'est très complexe, toutes ces idées qui se croisent. Et on imagine bien qu'un élève au milieu de tout ça doit faire son chemin. Youril, vous nous avez parlé d'un exemple assez frappant d'une présentation qui était faite par un chef d'entreprise, je crois, et qui, pensant bien faire et pensant changer les représentations, au contraire, les ancrait plutôt qu'autre chose. Je ne sais pas si vous voyez de quel exemple je veux parler. On en a tous les jours des exemples comme cela, donc c'est toujours très embêtant. Alors, si je suis sur la question du genre, c'est quand on expose nos adolescents, alors moi je suis plus sur le second degré, donc je vais parler de plus grands, quand on expose nos adolescents à des personnes qui viennent présenter leur métier, donc ces personnes ont évidemment un genre, généralement elles déclarent que ce métier peut être fait par l'autre genre, mais souvent c'est pas avec l'argumentaire qu'on attendrait. Donc quand on nous dit ça serait bien, on a besoin de jeunes filles dans l'industrie, je vais caricaturer comme ça, parce que elles sont minutieuses et plus sérieuses au travail, l'argumentaire vient nier complètement ce qu'on essayait de poursuivre comme objectif majeur. Donc ça, c'est un petit peu ennuyeux. J'ai eu aussi l'expérience dans un forum d'une classe prépa scientifique qui s'affichait pour dire qu'il fallait faire venir des jeunes filles. Il y avait de très beaux objets sur la table qui montraient à quel point les ingénieurs faisaient des choses formidables pour l'ensemble de la société. Et le monsieur, quand il m'a vu arriver, était ravi de me dire qu'il travaillait pour l'attractivité des jeunes filles vers les sciences parce que elles étaient sages en classe et minutieuses. Voilà, donc évidemment, c'est pas possible de dire ça parce que là, c'était extrêmement contre-productif pour les jeunes filles qui étaient dans ce salon, qui ne se seraient pas reconnues dans ce propos. On parlait là de compétences majeures en mathématiques, en sciences physiques et en SVT. Et ce qui nous opposait, c'était des compétences finalement personnelles qui étaient projetées en plus, qui étaient fantasmées. La jeune fille serait minutieuse, sage et sérieuse. Et parfois, on croit pallier à ça. Enfin, on croit pallier. Les tâches supplémentaires, je vais dire, ce serait de présenter des rôles modèles qui ont leurs limites aussi, j'imagine. Oui, alors les rôles modèles, moi, je trouve ça toujours très intéressant, mais parfois très dangereux, parce que on ne tient pas compte en plus des enseignements des sciences de l'éducation. On n'est pas toujours dans la zone proximale de développement, si je puis le dire comme ça. Des fois, on a des rôles modèles qui sont tellement exceptionnels et dans leur parcours et dans le métier que ces dames-là occupent que ça reste juste
quelque chose d'inaccessible. Et au lieu de donner l'opportunité de se dire, tiens, pourquoi pas moi? Parce que c'est quelqu'un qui me ressemble, qui vient d'un territoire rural ou d'un quartier politique de la ville comme moi. Et je reconnais dans ce que dit cette dame des intérêts que je peux avoir aujourd'hui. Et je vois que les choses sont possibles. On est sur quelque chose de tellement exceptionnel et tellement presque anecdotique que ça ne permet pas de tracer un chemin. Ça reste de l'ordre du modèle. Je vous propose qu'on écoute un nouvel extrait de cet épisode Cas d'école, donc de l'IFE ENS de Lyon. Le micro est dans la classe numéro 66, au cœur des choix, une année Parcoursup, par Florence Sauvebois. On continue donc avec un autre profil d'élève et on va entendre ce témoignage sur son orientation, ce que lui aurait voulu, ce que ses parents auraient voulu. Ça fait, je suis parti, j'ai fait quelques portes ouvertes, comme par exemple lycée La Cassagne. Je suis parti, il y avait une porte ouverte et c'est pour ça qu'ils m'ont pris en alternance, par exemple. Sinon, c'était pendant les vacances, il y avait une porte ouverte. C'était imprévu, je devais juste accompagner un copain à moi. Et finalement, c'était un truc, c'était rien à voir avec mes spécialités, c'était en plomberie. Je me suis renseigné, ils m'ont dit d'envoyer mon CV, j'ai envoyé mon CV. Et après, ils m'ont dit de répondre à un questionnaire. J'ai répondu à un questionnaire. Et après, il fallait prendre un rendez-vous pour un entretien, mais c'était tout rempli. Ça fait, j'ai pas pu le prendre, mais si je peux m'orienter plus, je m'orienterai plus vers la plomberie que le commerce. Parce que moi, je préférais un métier manuel de base. Parce que j'avais déjà ma mère en 3e, je voulais aller dans un lycée pro. Et elle voulait pas. C'est pour ça que j'ai dû m'orienter vers un lycée général. C'était plus pour ma mère, on va dire. Alors, on va un peu rentrer dans cette idée de la voie pro, de ce qui paraît faisable, pas faisable. Yoril, une réaction à ce témoignage? C'était encore un joli témoignage parce que c'est des témoignages qu'on a entendus là qui sont l'illustration de ce qu'on peut entendre de plein d'autres jeunes. Donc c'est bien parce que ça nous parle. Moi je trouve que c'est intéressant parce qu'il dit je l'ai fait pour ma mère. Ce sont des mineurs, hein, donc c'est quand même les parents qui vont faire les choix d'orientation in fine pour leurs enfants et toujours avec comme état d'esprit de faire le bien pour leurs enfants. Donc, on peut se dire que cette maman, elle a essayé de projeter son fils sur une voie de formation. Là, aujourd'hui, il a pris de la maturité et il sait se saisir des opportunités, puisqu'il dit j'ai accompagné un camarade, c'était pas pour moi. Mais à ce moment-là, il y a la rencontre. Et il est un peu plus grand pour se dire mais là, je crois que ça peut être mon chemin. Et je pense qu'il aura plus d'argumentaire là pour pouvoir dire à sa maman, mais j'ai essayé, tu vois, et c'est pas ce qui me convient, et je crois que maintenant je sais ce qui me convient. Il arrive à dire la différence entre, pour lui, la plomberie et le commerce. Pour nous, ça va de soi, mais là, il arrive à dire, je voulais quelque chose de plus professionnel. Le commerce, c'est aussi professionnel, mais il dit manuel. Donc, il commence à pouvoir exprimer, et je trouve que ce temps-là du cheminement, ça montre bien qu'il n'y a pas d'erreur d'orientation, il y a des parcours et il y a une sécurité, une assurance en soi. À un moment donné, on est capable de se dire, je peux saisir l'opportunité et je vais savoir la défendre auprès de mon entourage parce que maintenant je sais la verbaliser et je sais pourquoi il faut que j'aille là. Et c'est ce qu'il nous dit à la fin. En fait. Je divulgage pas la fin de l'épisode, mais c'est pas forcément un happy ending d'ailleurs. Ah. Oh, dommage. Bah oui, je suis désolée, mais... On est un peu déçus, du coup. Et oui, parce qu'il a fait tout le cheminement, mais finalement, c'est peut-être pas ça qui va prévaloir à la fin. Après, j'allais dire, il y a aussi des fois des freins qui sont... là, je pense pour une réorientation, il y a les questions de place, il y a les questions des fois des choix qui nous sont fermés pour des résultats scolaires insuffisants. Il y a aussi des freins sur lesquels on ne peut pas agir, qui sont... Je vois par exemple le collège de Wassigny, il est rattaché à un lycée à 45 minutes de route, et donc c'est trop loin pour avoir un bus. Donc il n'y a pas de bus qui vient chercher les élèves. Donc on est rattaché à un lycée, mais on n'a pas le moyen matériel d'emmener les élèves à cet endroit-là. Donc il faut déjà que les parents soient capables d'emmener leur enfant dans le village d'à côté pour qu'ils puissent prendre le bus. Et donc là, on est contraint aussi avec d'autres facteurs qui sont quand même, pour moi, très, très
désengageant pour les familles. C'est un vrai frein. Dans le titre de cette partie, il y a le rêve. Alors, il y a ces élèves qui rêvent trop petits. Il y a peut-être aussi ces élèves qui rêvent trop grands. On entend souvent ceux qui veulent être footballeurs professionnels, influenceurs, rois du Bitcoin et que sais-je. Comment on travaille l'orientation avec ces élèves? Peut-être, allez, Yoril, pour commencer. Pour moi, on rêve jamais trop grand. Voilà, il me semble que quand on est enfant, heureusement qu'on rêve, parce que sinon ça veut dire qu'il n'y a pas la libido, en fait, l'envie de vivre. Donc il faut rêver grand, sinon il se passe rien. Donc c'est logique qu'ils rêvent grand, et puis en plus, qui sommes-nous pour savoir si c'est pas eux qui vont devenir le roi du Bitcoin ou le footballeur professionnel, parce que le nombre de footballeurs professionnels qui disent le conseiller d'orientation, la conseillère d'orientation, le professeur m'avait dit que je ne le deviendrais pas, et regardez qui je suis aujourd'hui. Au milieu, il y en a un qui le deviendra. Donc, on a plutôt tendance à se dire, laissons-les rêver grand, parce que le rêve, ça permet de s'accrocher à quelque chose qui nous projette. Et par contre, il faut développer des compétences. Et après, au fur et à mesure, il faut permettre aux jeunes d'avoir ces temps de réflexivité, ce retour sur soi, pour se dire, est-ce que là, je peux revoir mon projet un peu autrement, le rediriger sur autre chose, et finalement se dire, je suis quand même à la bonne place. Merci Yoril, parce que vous m'offrez un tremplin vers notre troisième partie, éduquer à l'orientation au quotidien. Parce que là, on aimerait bien rentrer dans le détail de ce que c'est que ces compétences à s'orienter, parce qu'il y a des référentiels de compétences à s'orienter qui ont été publiés, dans lesquels il y a beaucoup de choses qu'on n'aurait d'ailleurs pas forcément imaginées, comme par exemple, je ne sais plus exactement comment c'est formulé, mais c'est projeté dans un monde incertain, ce type de compétences. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, alors ça, c'est un référentiel. Alors, les deux référentiels ont été créés sur le collège et puis le référentiel sur les compétences à s'orienter au lycée, avec des blocs. Et effectivement, il y a un bloc se projeter dans un monde incertain, puisque c'est se projeter sur des métiers qui n'existent pas aujourd'hui. Donc, c'est compliqué de parler d'un métier qui n'existe pas, alors qu'on sait que cette génération va œuvrer sur des secteurs d'activité qui ne sont pas présents dans notre scope aujourd'hui. Donc, l'objectif, c'était de rappeler que s'orienter, c'était aussi savoir trier de l'information. Là, aujourd'hui, on est dans une société de presque trop d'informations pour les jeunes, et il faut qu'ils arrivent à la trier pour pouvoir se dire où est-ce que je concentre ma recherche, et finalement, qu'est-ce qui est important pour moi de trouver dans les fiches métiers, dans les rencontres, dans les expériences que je fais. Donc, pour nous, le référentiel des compétences à s'orienter, ça donne des bornes, et ça dit bien que ça peut se jouer dans chaque enseignement. On revient à ce qu'on disait au début, c'est-à-dire que c'est pas à côté de la classe. C'est dans la classe, c'est dans le quotidien de ce que chaque adulte responsable face à un jeune peut faire. C'est pas forcément le psychologue de l'éducation nationale qui doit expliquer comment s'informer sur l'orientation. C'est comment on s'informe tout le temps sur Internet. Qu'est-ce qu'on doit regarder? Est-ce que c'est parce que c'est le premier site qui arrive en premier que c'est le site le plus légitime? Ces questions-là, elles sont fondamentales sur l'ensemble des sujets. Donc il faut qu'on œuvre collectivement ensemble sur comment je développe ma compétence à m'informer, comment j'arrive à me projeter alors même que je ne sais pas de quoi sera fait demain, mais qu'est-ce que je dois questionner sur moi, en quoi je dois avoir confiance, et qu'est-ce que je dois vérifier. Donc, les blocs des compétences à s'orienter, ça nous permet de baliser collectivement, finalement, ce que nous pouvons porter dans notre activité quotidienne dans la classe. Pour développer ces compétences, il y a aussi la mise en place de dispositifs, et je pense à vous, Estelle Blanchard, sur ces journées portes ouvertes organisées dans un lycée pour des élèves d'école primaire. Dites-nous en plus. Alors ça, c'était une idée d'un lycée qui avait participé à Nefles, qui nous a proposé de participer à cela. Et alors ça a été vraiment une très très grande réussite, tellement que cette année, on va emmener 5 classes du territoire dans 5 lycées différents. Et les 5 lycées sont très ravis de nous accueillir. Ce qui a été très vite remarqué, c'est en fait que nos élèves ont été très 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 curieux, ont posé beaucoup de questions à chaque atelier.
Ils ont participé, se sont renseignés. Si on fait ça, quel métier on pourra faire plus tard. Et vraiment, ça a été tellement engageant pour eux qu'on n'a pas réussi à faire le tour du lycée. On a dû zapper les derniers ateliers parce que ils avaient été vraiment dans l'action, dans le questionnement. Les profs qui nous ont accueillis au début en nous disant mais vous êtes des hauts potentiels pour arriver déjà au lycée. En fait, au début, ils savaient pas trop comment ils allaient gérer. Ont été ravis de cette curiosité, puisque c'est vrai qu'on a remarqué, on avait des groupes avant nous et des groupes derrière nous, avec des troisièmes, et l'ambiance n'était pas du tout la même. On avait des troisièmes, l'adolescence est passant par là. C'était beaucoup plus compliqué. Ils venaient recevoir de l'information, on les sentait pas forcément, vu de l'extérieur, très intéressés. Pourtant, ils viennent dans ce lycée par choix pour les journées portes ouvertes. Alors que nous, c'était ça foisonnait, les élèves étaient ravis, les parents étaient ravis. Et voilà, ça a été vraiment une très grande expérience. Donc, on renouvelle avec plus de lycées et plus d'élèves. Yoryl, est-ce que un des ressorts peut-être qu'on trouve dans cette expérience de portes ouvertes, c'est un peu l'immersion avec des semblables, ou en tout cas des pas très éloignés de nous, qui aident à se projeter mieux? Ça, c'est clairement vérifié. Le travail de pair à pair fonctionne mieux en matière d'orientation parce que la projection est plus facilitée. Effectivement, là, on le voit sur les adolescents, c'est différent parce que ils sont habitués à être dans une position un peu passive en classe, même s'ils sont actifs intellectuellement, mais pas physiquement sollicités dans le cadre de la classe. Et quand on les met en sortie comme ça dans un établissement scolaire, ils ont cette passivité qu'ils transportent avec eux finalement sur je reçois quelque chose, mais je suis pas encore en activité pour en faire quelque chose pour moi. C'est pour ça que les temps de réflexivité sont essentiels. C'est ce que dans les milieux un peu plus favorisés, on fait facilement avec nos enfants, et c'est ce sur quoi nous devons travailler pour que ce soit fait pour l'ensemble des enfants, y compris ceux qui sont moins accompagnés dans leur environnement. Et moi, je crois beaucoup à la mise en activité des adolescents. Parce que justement, il faut les remettre dans une position où ils vont faire pour pouvoir s'interroger sur tiens, qu'est-ce que je suis en train de voir dans le lycée professionnel? Nous, on a l'impression qu'on leur a montré des magnifiques ateliers et que donc ils vont avoir des questions pertinentes et qu'ils vont pouvoir se projeter, alors qu'en fait, ils vont passer par le geste pour pouvoir se questionner sur quelles sont les compétences à l'œuvre. Est-ce que ça m'intéresse? Est-ce que j'aimerais faire ce geste tout le temps? Est-ce que je l'ai trouvé compliqué? Mais est-ce que parce que c'est compliqué, j'y mets une valeur? Et donc, cette mise en activité chez les adolescents, elle est essentielle, au-delà de l'immersion. Et toujours pour rester sur l'immersion, en préparant cet épisode, vous nous aviez relaté l'expérience d'une classe complète en immersion dans une entreprise? Oui. Alors des petits, puisque là on est sur de l'école primaire dans un territoire, donc c'est la classe en entreprise. Donc ce qui est intéressant, c'est que une fois par semaine, la classe est délocalisée, se passe dans une salle de l'entreprise en question. Et donc l'enseignante travaille avec ses élèves, mais qui du coup croisent des parents, puisque c'est sur le territoire local. Donc ils croisent les parents, les oncles, les tantes, les frères, les voisins. Et donc, on n'a pas besoin de les exposer à ce qu'est l'entreprise, de leur dire, voilà, l'entreprise, ce n'est pas ça. En fait, ils la voient, l'entreprise. Ils voient les gens arriver, ils voient leur tenue vestimentaire, et il n'y a pas besoin de leur dire, l'entreprise, ce n'est pas Germinal. Ils voient, quand ils vont une fois par semaine dans l'entreprise, ce qui s'y passe. Et cette expérience dure sur le collège. Alors, c'est une entreprise, je vais pas la nommer du coup, mais qui travaille sur des câbles. Et le professeur de mathématiques explique les sinus et profite de ce que l'entreprise fait pour aller voir dans les ateliers à quoi ça sert en fait. C'est quoi la réalité d'un sinus dans ce que produit cette entreprise. Donc là, le fait de jouer territorialement avec une entreprise sur la classe en entreprise a des effets extrêmement intéressants sur les poursuites d'études, y compris dans des domaines qui sont des domaines un peu âpres, voilà, sur les sciences. Et voilà, je trouve que ce projet est extrêmement intéressant et
facilement reconductibles. Intéressant comme inspiration. Estelle, vous en avez parlé un petit peu dans la première partie, mais j'aimerais bien qu'on y revienne. Un autre volet peut-être sur lequel les enseignants peuvent travailler au quotidien, c'est tout ce rôle de l'introspection nécessaire pour faire avancer son projet, comment on se voit plus tard, etc. Se connaître ses points forts, on parle des soft skills, là, de ces habiletés relationnelles, etc. C'est des choses que vous travaillez, vous, avec quand même cette idée d'orientation derrière ? Alors, en regardant le plan du collège là, par rapport justement à savoir s'orienter, apprendre à s'orienter, je trouve qu'on est complètement dans les compétences psychosociales. Et nous, voilà, c'est un travail que l'on met en place dès la maternelle, savoir être, savoir rentrer en relation avec les autres, se connaître comment réagir. Donc oui, ça fait complètement partie des programmes actuels. Et on peut le travailler, on le travaille au quotidien avec nos élèves. On est dans l'auto-évaluation, par exemple, quand on fait un travail avec un élève, on va d'abord lui demander, alors, comment tu as réussi ? Est-ce que tu penses que tu as réussi ? Rien que poser cette petite question, l'élève va dire, oui, non, j'ai trouvé ça difficile. C'est déjà mieux se connaître. Et après, on va en discuter avec l'enseignant pour dire, non, moi, je trouve que tu as très bien réussi. Et là, on sait que cet élève-là, il va avoir besoin qu'on l'encourage et qu'il se rende compte de ses capacités. Et inversement, des fois, des élèves qui ont l'impression de tout réussir, où il faut les remettre face à leurs difficultés pour qu'ils puissent les travailler. Et c'est vrai que par rapport aux actions qu'on a mises en place, maintenant, on va faire un petit questionnaire aussi par rapport à ça. Au début, on avait un questionnaire juste sur les métiers qu'ils avaient découverts, tout ça. Là, on va en plus ajouter, est-ce que je me sens capable de faire ce métier ? Et sur qu'est-ce que je vais devoir travailler si je m'en sens pas capable pour y arriver et où est-ce que je vais pouvoir trouver de l'aide. Voilà, on va essayer d'étoffer un petit peu ce questionnaire pour pouvoir mieux accompagner l'élève à la suite des différentes actions qu'on a faites. Je suis sûr que parmi ceux qui nous écoutent, il y en a qui sont en train de se dire il y a un éléphant au milieu de la pièce et autour duquel ils n'ont encore rien dit, c'est les IA qui ont fait leur irruption dans tous les domaines et notamment dans l'orientation. Avec Hélène, en préparant cet épisode, on est allé voir du côté de Oriane, qui a été mis en place par la région Île-de-France, qui a un chatbot pour aider et donner des ressources pertinentes autour de l'orientation. On aimerait bien votre avis, Madame Baudouin, sur ces questions-là. Où on en est de l'IA pour l'orientation ? C'est un sujet qui est fort intéressant pour nous parce que on sait que les jeunes vont s'en emparer, et s'en emparent déjà, donc il faut pas rester à côté de ça. Il faut justement peut-être utiliser les IA de la bonne façon. Donc ça, on y pense beaucoup. Ce qui serait délétère selon nous, c'est si un jeune confiait vraiment finalement son doute ou son projet en disant voilà, j'aime ça, qu'est-ce que tu me proposes, je veux un bac+2, puis attendre qu'il y ait la réponse qui tombe, parce que là, justement, on n'aurait plus ce cheminement et cet accompagnement humain qui est extrêmement nécessaire pour que les jeunes puissent se projeter. Donc ça serait un petit danger. Je pense qu'on va arriver à le contourner collectivement et utiliser les IA dans le bon sens, c'est-à-dire vraiment accompagner les jeunes à garder du temps de cerveau disponible pour pouvoir poser les bonnes questions aux bons acteurs et pas perdre du temps sur de la recherche finalement documentaire qui serait vraiment une perte de temps pour eux. Donc voilà, donc on va essayer de rediriger les choses comme ça et on travaille déjà à regarder comment on peut investir l'IA dans notre accompagnement à l'orientation, je dirais presque dans la partie plutôt informative pour garder du temps d'accompagnement humain. On arrive doucement mais sûrement vers les dernières parties de l'émission et notamment la partie inspiration. Alors, une inspiration à partager à nos poditrices et poditeurs, Estelle Blanchard ? Eh bien, moi, en termes d'inspiration, en fait, c'est mon quotidien qui m'inspire. Ce sont mes élèves que je vois au maximum et que, voilà, c'est eux qui m'inspirent, qui me donnent envie de les aider pour avoir plus de choix pour leur avenir. Merci. Youril ? Alors, il y a un film que j'aime beaucoup parce que chaque fois que je le regarde, je le vois différemment. C'est Billy Elliot.
Voilà, parce que finalement, ce film parle d'orientation, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de tendresse dans ce film, mais parle d'orientation, parle des déterminismes de genre, parle de la place de la famille et de ce que chacun nous projetons sur nos enfants en espérant quelque chose pour eux. Et parfois, ils font des choix qui peuvent nous décontenancer ou on a peur pour eux. Ce papa-là qui refuse ce parcours pour cet enfant, c'est parce qu'il a peur. Il a peur de ce qu'on va projeter sur son fils et de ce qui va advenir de son fils plus tard. Et finalement, on voit que ce jeune qui était parti vers la boxe, c'est la rencontre en fait. Cette opportunité à un moment de voir la danse à côté, c'est ce moment de rencontre et ce moment où on se dit, ça, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Mais il va falloir développer des compétences, il va falloir argumenter, il va falloir être accompagné. Je trouve que ce film parle vraiment de la lutte contre tous les déterminismes, mais de la place de chacun des acteurs et comment on peut être significatif. La professeure de danse est la personne significative pour cet enfant, comme tous les enseignants peuvent l'être pour leurs élèves en matière d'accompagnement à l'orientation. Merci à toutes les deux pour ces inspirations. De notre côté, avec Hélène, plutôt recommandation qu'inspiration, j'ai envie de dire, allez voir du côté de e-inspe, il y a pas mal de parcours sur l'orientation, notamment un dédié au collège, un au lycée pro, plusieurs autres, et j'ai envie d'en nommer un autre au moins, contribuent à la diversification des choix d'orientation des filles et des garçons, puisqu'on en a parlé aussi dans cet épisode. Et je laisse le mot de la fin à Hélène. Oui, moi ce que je retiens, c'est que loin de cette un peu panique des derniers jours de Parcoursup, en fait, on a le temps, on se donne le temps, on prend le temps, et plus c'est tôt, plus c'est fait collégialement, je l'ai retenu, et mieux c'est. Donc voilà, on va tous collectivement, parents, enseignants, psy-EN, voilà, tous les éducateurs travailler à ça en se donnant du temps. Merci Aurélie Baudouin, merci Estelle Blanchard. Merci. Merci. C'était Éduquer à l'orientation de l'école primaire à Parcoursup, préparé et animé par Régis Forgione. Et Hélène Audard. Réalisation Simon Gattegno. avec l'appui technique. De François de Grotte, Floriane Lemaître et Najim Youdi. Coordination de production. Hélène Audard et Magali Devance. Directrice de publication. Alexandra Wisniewski. Tous nos remerciements aux ateliers Canopé de Laon et de Nancy. Suivez-nous sur extraclasse.réseau-canopé.fr ou sur votre plateforme de podcast préférée pour écouter tous les épisodes dès leur sortie. Une production Réseau Canopé 2025. Aurélie aime regarder, elle se marre à côté de moi pendant les crédits. On vous avait prévenu, hein, c'est drôle. Je me demandais s'il allait chanter. Extraclasse.